C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, atelier des femmes communautaires du Nord à Parakou. Il vise à harmoniser le plan d'action de plaidoyer qui sera porté par le caucus des femmes parlementaires. Appui technique et financier des travaux, l'USAID. Deuxième session ordinaire 2024 à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. L'aide publique à la presse et le renouvellement ou non des conventions de certains médias ont meublé les discussions. Et puis yes, c'est un nouveau projet du gouvernement pour l'autonomisation des jeunes et leur accès à la santé sexuelle et reproductive. Le lancement a eu lieu à la faveur d'une formation intensive de courte durée à Natitengo. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Les conseillers de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication ont démarré la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2024. À leur agenda, plusieurs dossiers dont le renouvellement ou non des conventions de certains médias et le meilleur mode de mobilisation de l'aide publique à la presse. Patrick Limanvor et Blaise Adampo. À l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2024 de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, Édouard Loko lance un avertissement aux professionnels des médias. Aujourd'hui, je le dis, le journaliste est une arme et il ne suffit plus, mesdames et messieurs les journalistes, de respecter la déontologie de papa. Non, il faudra y ajouter du patriotisme. Plus aucun pouvoir public ne permet à ce que cette âme soit retournée contre le pays. C'est vous dire, mesdames et messieurs les journalistes, que vous avez intérêt à ce que ce soit la HAC qui vous régule. Sinon, les pouvoirs publics, comme sous tous les cieux, prendront leurs responsabilités. Cette session est la première de la 7e mandature de l'institution de régulation des médias. Les conseillers vont travailler sur plusieurs dossiers. Nous allons continuer à étudier les plaintes, organiser des auditions publiques, signer des conventions en attente, retirer certaines fréquences, prolonger la convention de certaines radios qui sont arrivées à terme, retirer d'autres conventions qui sont arrivées à terme parce que les promoteurs n'auraient pas respecté les cahiers de charges, nous battre pour que ce qui est dû à la presse soit payé parce que depuis quand même 7 ans, 8 ans, l'aide de l'État a été toujours votée par les députés. Ça fait 7 ans, 8 ans. Nous n'avons pas vu un seul copec. Tout ça fragilise la profession, fragilise la HAC. Nous devons donc lutter pour que l'aide de l'État redevienne une réalité en convainquant les pouvoirs publics que nous allons faire une gestion saine. Les conseillers de la 7e mandature de la HAC ont été installés il y a 2 mois. La présente rencontre se tient quelques jours après le séminaire d'appropriation des tests législatifs et réglementaires de l'institution. Ils sont donc outillés, les conseillers, pour faire aisément leur travail tout le long de cette deuxième session ordinaire. Et ce communiqué du président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, compte tenu du caractère délicat de l'information liée à la sécurité, je rappelle à tous que conformément à la loi portant code de l'information et de la communication en son article 36, les informations sensibles relatives au terrorisme dans une partie du septentrion de notre pays requièrent ici comme ailleurs pour leur traitement, doigté et circonspection. Elles ne sauraient donc être livrées sous le joug de la recherche d'exclusivité ou d'autres. C'est pourquoi j'insiste sur la nécessité éthique et déontologique de tenir grand compte du point de vue professionnel des services compétents du commandement des forces de défense et de sécurité. Tout contrevenant sera désormais purement et simplement suspendu par mesure conservatoire. A signé ce communiqué Édouard Loko. Dans le reste de l'actualité, leadership politique féminin au Bénin, quelle stratégie pour plus d'efficacité et de visibilité des femmes en responsabilité publique? Le thème réunit des centaines de femmes à Niki pour 3 jours de réflexion. Une initiative présidée par Mariam Tchabi Talata Zimé, la vice-présidente de la République, Abdoulofou Idrissou et Ousmane Baparapé pour les précisions. 72 heures de concertation pour la revalorisation de la femme. Les participantes à cette rencontre intergénérationnelle s'y attellent avec l'appui des autorités politiques, administratives et les partenaires techniques et financiers. Les présentes rencontres trouvent donc toutes leurs raisons d'être, surtout dans le contexte de l'empire de Baroutem
où la rhinophobie occupe une place prépondérante. Les échanges intergénérationnels sont également pertinents pour l'avenir. Un avenir plein d'incertitudes et de bouleversements, surtout pour les jeunes générations. Les instituts engagés pour la défense de la gente féminine puis la gouvernance démocratique promettent veiller davantage. La formation et l'accompagnement de femmes leaders qui deviendront des chevaux gagnants sera au cœur de nos perspectives. Ensuite, les étapes seront déterminées pour mettre en œuvre le plan d'action de manière concrète avec les nécessaires mesures pour apprécier les résultats obtenus. Je reste convaincu que le thème de la présente édition se penchera sur le mécanisme de mise en place d'un cadre permanent de dialogue intergénérationnel que j'appelle de tous mes voeux et pour lequel l'Institut pour la gouvernance démocratique est disponible pour apporter son appui. Le choix de Niki pour abriter ces travaux vise plusieurs objectifs. Depuis 5 siècles, les différents empereurs qui se sont succédés au trône de Niki ont gouverné avec des femmes à leur côté, jouant d'importants rôles. Mais alors, un tel héritage ne mérite-t-il pas d'être conservé? Le président Patrice Talon montre à travers ses actions historiques et inédites que la place de la femme ne se limite pas exclusivement au foyer. La femme a aussi sa place aux côtés de l'homme dans les unités de production, les instances de prise de décision, les associations socio-économiques, culturelles et communautaires. La promotion et la protection de la femme sont donc une question stratégique de développement, une question d'intérêt hautement national. Au président de la République, les femmes béninoises, par ma voix, témoignent leur reconnaissance et expriment leur confiance absolue. Au cours de nos travaux, il ne s'agira pas pour les femmes de s'opposer aux hommes, de les affronter et de les défier sur différents plans. Nous venons à Niki pour rappeler une fois de plus que conformément à nos traditions séculaires, là où on décide de la vie de tous, une place doit être réservée de façon consensuelle à la femme pour porter leur voix en vue du bien-être de tous. Les chefs coutumiers traditionnels et représentants de la communauté musulmane ont béni une fois encore les organisateurs de cette deuxième édition pour la promotion de la femme. La plateforme des organisations de défense des droits de la femme, avec l'appui technique et financier de l'USAID, a organisé un atelier à Parakou à l'endroit des femmes communautaires du Nord. Il vise à harmoniser le plan d'action de plaidoyer des femmes des départements de la Takora, de la Ribourie et de la Donga qui sera porté par le caucus des femmes parlementaires Olviga Messan et Docastito Chali. Il s'agit d'accroître le leadership des femmes en politique. C'est un rendez-vous d'échange à bâton rompu entre les femmes communautaires du Nord et le caucus des femmes parlementaires. Un plaidoyer de haut niveau. Voilà ce qu'elles attendent de leurs devancières à l'Assemblée nationale pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Des conflits que nous assistons entre les éleveurs et les agriculteurs, nous leur avons fait des propositions à travers des projets de loi que nous pouvons proposer au gouvernement et aussi à travers d'autres dispositions qui ont été déjà prises. Les femmes ont également parlé du leadership politique. Aujourd'hui, il faut dire que nous remercions le chef de l'État pour la réforme constitutionnelle qui a conduit aujourd'hui à avoir 29 femmes à l'Assemblée nationale. Et nous lui disons merci, mais nous souhaitons quand même que ces réformes-là s'étendent à la base au niveau des instances de prise de décision. Le caucus des femmes parlementaires est résolu à faire bouger les lignes. C'est vrai, le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, a déjà fait beaucoup à la gente féminine en créant le microcrédit à l'AFIA. Mais force est de constater que ce microcrédit à l'AFIA, aide les femmes à la base, mais nous voulons vraiment autre sorte de crédit qui pourra aider une autre cible de femmes qui sont au-delà de ce crédit micro à l'AFIA. Je reste convaincue, chers femmes, leaders du caucus des femmes parlementaires béninois, que les 3 axes retenus que sont paix, cohésion
cohésion sociale et vivre ensemble pacifiquement, employabilité des jeunes et des femmes, autonomisation et contribution des femmes à l'économie locale, femmes, promotion politico-administrative, participation à la gouvernance et au développement local constitueront pour nous un champ de plaidoyer à tous les niveaux et dans tous les domaines. Cet atelier a réuni 48 femmes communautaires venues des départements de la Liborie, de la Takora et de la Donga. Elles sont les porte-voix des femmes du Nord Bénin. Des agents de santé et de la chaîne de lutte contre les violences basées sur le genre sont désormais outillés sur les techniques d'une meilleure prise en charge des victimes des VBG dans les collines. C'est à la faveur d'un atelier d'information et d'appropriation des rudiments en la matière organisé par l'Institut national de la femme. Les précisions avec Pierrette Adayossi. À cet atelier de renforcement de capacité étaient les médecins, le personnel médical des centres de santé et des hôpitaux de zone du département des collines. Il est question pour ces acteurs de s'approprier le contenu de la loi relative à la santé sexuelle et reproductive, mais aussi de se doter des notions élémentaires pour mieux s'occuper des victimes de violences basées sur le genre. L'objectif d'aujourd'hui est de décortiquer, de lire, et d'essayer de comprendre les contours de cette loi-là. Essayer de nous en imprégner afin que, où que nous soyons, quoi que nous fassions, nous puissions expliquer cette loi-là, nous puissions connaître dans les moindres recoins, dans les moindres détails les dispositions de cette loi. Et nous n'allons pas y arriver si vous ne participez pas entièrement et pleinement. Il est important que les agents de santé soient renforcés techniquement et maîtrisent tous les contours de la loi qui protège les femmes afin d'assurer facilement leur rôle. Lorsque nous prenons la femme dans son ensemble, on peut considérer qu'elle est déjà, par les faits sociaux, les faits de société, une personne vulnérable. Elle arrive à subir des cas de violence. Et donc, il est donc nécessaire que cette victime soit prise en charge. Et c'est à cela que je vous invite, avec l'ENF, pour que vous soyez vraiment disponibles, poser toutes sortes de questions pour mieux maîtriser le cadre juridique qui est là, et aussi maîtriser tous les actes réglementaires qui vont avec. L'Institut national de la femme, à travers ce rendez-vous du donner et du recevoir, entend renforcer les connaissances de ces maillons clés de la lutte contre les violences basées sur le genre et favoriser le plein épanouissement des victimes. À l'occasion de la célébration de la journée de la sécurité des patients, le ministre de la Santé a délivré un message. Benjamin Rompati exhorte le personnel médical à créer un cadre sain et des conditions favorables aux patients. Voici un extrait de son message au micro de Esther Amessiga et Bernard Diogui. Lorsqu'on parle de diagnostic pour garantir la sécurité des patients, c'est toute la chaîne qui est questionnée. Depuis la formation, en passant par l'adaptation des curricula de formation et du cadre de formation, les infrastructures, les équipements, les ressources humaines et bien sûr et surtout un système qui interroge à chaque instant si la sécurité des patients est assurée à travers un bon diagnostic. C'est pourquoi je profite de cette occasion pour lancer un vibrant appel à tous les acteurs du système de santé, notamment les usagers de nos formations sanitaires, les professionnels de santé et les gestionnaires des établissements de santé, afin de conjuguer leurs efforts pour l'édification d'un système de santé capable d'offrir des soins sûrs et sécurisés à nos patients.
La protection des réserves biologiques et des mangroves de palétuviers est une priorité. L'Agence pour le développement intégré de la zone économique du lac Aïmé et ses chenaux et les chefferies traditionnelles de la zone ont procédé à la sacralisation de 2 réserves. La cérémonie a eu lieu sur le site de dragage pilote de Djondi-Ronclou. Du lac Kouékou, Amandine Aniamoussou. Ces réserves biologiques sont des zones de refuge, d'alimentation, de reproduction et de croissance des espèces halieutiques. Elles sont aménagées dans le cadre des travaux de dragage pilote de Djondi-Ronclou sur le lac Aïmé. Nous avons érigé 2 zones draguées à moins de 10 mètres afin de constituer un refuge, un lieu de reproduction, de grossissement pour les poissons afin de repeupler le plan d'eau. Ici, il est désormais interdit de pêcher et de naviguer. Et le seul moyen efficace de protection et de conservation, la sacralisation. Vous savez combien nos populations ont le sens du respect du sacré. Et en même temps, nous allons sacraliser les mangroves que vous voyez autour de la zone, les mangroves de palétuviers, parce que les populations ont l'habitude de les couper pour s'en servir comme bois de feu. Dorénavant, toute violation de ces espaces serait considérée comme une profanation. Lorsqu'on aspire à un changement sur tous les plans de la vie, il faut oser et avoir du courage. Quand on fait un si géant boulot, il faut le suivre. Après la sacralisation, il va falloir sensibiliser les populations autour du lac pour que personne ne tente d'aller profaner quoi que ce soit. Ces réserves biologiques vont desservir toutes les populations riveraines du lac Aïmé et ses chenaux. D'autres seront aménagées au vu de l'évolution des travaux de dragage des plans d'eau du Bénin. La communauté des communes du Zou met les bouchées doubles pour assainir les villes d'Aboumé et de Boïkon. Avec le préfet, le collectif des maires du Zou a procédé au lancement du projet de destruction de dépotoirs sauvages dans la ville de Boïkon. L'opération s'inscrit dans le cadre du programme de mise en place des services de pré-collecte, de collecte et de traitement des déchets solides et liquides. Les précisions avec Pierrette Adriossi. L'image qu'affichent certaines localités du département du Zou n'est pas loin des banlieues en termes de déchets plastiques. Le quartier Zakpor, une agglomération du marché de Borhi, sise au 2e arrondissement de Boïkon, est confronté au déversement des décharges sauvages. De même, le dépotoir situé à Djodji, dans l'arrondissement de Vidolé, dans la commune d'Aboumé, constitue un problème de santé publique. La salubrité de notre ville ne peut pas dépendre simplement d'une ou 2 personnes. Nous avons, ces 4 dernières années, détruit plus de 50 dépotoirs sauvages, dont les plus féroces, les dépotoirs sauvages qui infectent la ville depuis les années 1960. Une seule commune ne peut pas faire face au problème de déchets. Tout autour de Cotonou est propre aujourd'hui. C'est l'État central qui est en train de les aider. Le problème que nous avons ici depuis des années, notamment à Boïkon ici, c'est la collecte des déchets ménagers et aller les déposer sur un site approprié. Pour combattre cette insalubrité, la communauté des communes du Zou a déployé une ambitieuse stratégie de gestion des déchets. L'une des activités phares est l'opération de destruction des dépotoirs d'Aboumé et de Boïkon, avec une feuille de route bien définie. Il s'agit principalement de l'acquisition de 2 camions lève-conteneurs pour l'enlèvement des déchets dans les communes, de l'achat de 94 tricycles avec moteur 4 temps monocylindrique au profit des communes du Zou, l'acquisition de 220 poubelles de 120 litres, l'achat de 16 bacs à ordures au profit des communes du Zou, l'acquisition de 10 motos pour le suivi de la stratégie dans les 9 communes du département du Zou. Il s'agit aussi de la sensibilisation et de la généralisation de la campagne de salubrité mensuelle dans tous les arrondissements des communes du Zou. Quand nous allons enlever, le dispositif qui sera mis en place pour collecter les ordures, que vous puissiez jeter ces ordures là.
Si vous répétez ça, ça va être un découragement total. Le projet de destruction de dépotoirs sauvages dans les villes d'Abomey et de Boïkon a pour objectif 0 dépotoir sauvage dans le département du Zou. Yes, c'est un nouveau projet du gouvernement pour l'autonomisation des jeunes et leur accès à la santé sexuelle et reproductive. Il est mis en œuvre par le ministère des Sports avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population dans 4 départements. Le lancement a eu lieu à la faveur d'une formation intensive de courte durée à Natitengu, Jean-Claude James et Yves Agodopessi. Cette aventure de bootcamp va durer 5 jours pour ces 50 jeunes de 15 à 35 ans de l'Atakora, sélectionnés après appel à candidature en ligne. Au menu, des modules sur la création d'entreprises, les techniques de marketing, la gestion financière d'une entreprise, l'entrepreneuriat social et bien évidemment la santé sexuelle et reproductive. Objectif, une vraie autonomisation des jeunes. Si vous n'êtes pas autonome financièrement, vous devenez une proie facile aux abus de tout genre, dont les abus sexuels. Et donc, la volonté du gouvernement et du partenaire, le Fonds des Nations Unies pour la population, avec en toile de fond le bailleur principal qu'est le Fonds luxembourgeois, est de garantir à la jeunesse béninoise un accès équitable aux opportunités d'autonomisation. Un appui financier est prévu pour les projets pertinents. La condition pour permettre à d'autres jeunes de bénéficier de cette opportunité reste l'engagement et le sérieux de cette première vague. Certains étudiants, quand je leur ai dit le diplôme sans connaissance pratique est un gage de chômage, ils n'étaient pas contents. Je souhaite que vous soyez les promoteurs d'emploi. Quand vous regardez votre environnement, il vous crée déjà des entreprises. Vous êtes demain l'espoir. Vous devez mettre tout le sérieux. Après Atakora, cap sera mis sur la Libori, le Borgou et l'Atlantique. Dans les 4 départements de la phase pilote, 200 jeunes seront directement impactés par ce projet qui met un point d'honneur à la dimension genre, gage d'un développement inclusif, durable. Le programme Approche communale pour le marché agricole phase 3 s'améliore avec la mise en œuvre des recommandations du comité de pilotage. Lors de la 2e session au titre de l'année 2024, les membres ont évalué les résultats pour un meilleur aboutissement du programme. Les travaux prennent en compte des visites de terrain. Michael Nouati et Enoch Ongwati. Au titre de l'année 2024, nous avons déjà fait... L'attention est soutenue et les regards sont focalisés sur la présentation de l'état de mise en œuvre des recommandations du programme ACMA 3, 2e édition pour l'année 2024. Le programme ACMA 3 boucle bientôt ses 2 premières années de mise en œuvre. Et dans moins d'1 mois, l'équipe doit tenir son atelier de planification pour élaborer son plan de travail de la 3e année. Nous pouvons nous permettre d'affirmer que les résultats engrangés sont satisfaisants, comme vous pourrez le constater avec les présentations. Et ce, grâce à vos précieux conseils. Ce satisfecit, décerné à l'équipe du programme ACMA 3, est le fruit des efforts concertés des comités de pilotage et de suivi, 2 structures mises en place pour assurer l'atteinte efficace des résultats attendus au terme du programme. Comme j'ai l'habitude de le dire, la mise en œuvre harmonieuse du programme ACMA 3 passe nécessairement par la prise en compte des intérêts de tous les acteurs et partenaires du programme. À mon avis, c'est ce que l'équipe de pilotage du programme ACMA 3 a fait jusqu'ici. C'est pourquoi je tiens à remercier au nom du DEPAF MAEF et au nom de chacun des membres du comité de suivi pour ce qu'ils ont fait jusqu'ici. La 2e année d'une intervention d'un projet est une année cruciale. La théorie de changement doit toujours être un repère, un fil conducteur pour savoir si la stratégie que nous avons prévue pour le projet, est-ce qu'elle demeure toujours valable? Est-ce qu'il y a des maillons qu'il faut revoir? Je voudrais compter sur votre disponibilité et la pertinence habituelle de vos commentaires
de vos interventions pour améliorer la durabilité, l'efficacité et l'efficience du projet. Après cette présentation, le comité s'est rendu sur le terrain pour s'assurer de l'avancée des travaux menés par l'équipe du programme. Sur place, les questions des membres du comité ont trouvé des réponses auprès des spécialistes. Une visite guidée dans une ferme a marqué la fin de cette première journée de travail. Depuis maintenant 5 ans, l'armée béninoise mène des actions caritatives à l'endroit des enfants orphelins, des militaires décédés en activité. À chaque rentrée scolaire, des kits et fournitures leur sont distribués. Cette année, la cérémonie a eu lieu à la base aérienne de Cotonou en présence de nos reporters. Les frères d'armes tombés en mission ne doivent pas être oubliés. Le gouvernement du président Patrice Talon s'emploie régulièrement, en conformité avec son engagement, à manifester la solidarité nationale dans l'amélioration des conditions de vie et d'études des orphelins de militaires tombés sur le champ de combat. Et pour cette année académique 2024-2025, 900 kits scolaires composés de sacs et de fournitures seront distribués sur toute l'étendue du territoire national. La présente cérémonie s'inscrit dans le cadre de la volonté du gouvernement du Bénin de renforcer le dispositif de prise en charge des personnels militaires et leurs ayants droit, blessés ou décédés en mission commandée. Elle vise particulièrement à l'amélioration des conditions d'accès à l'école et le droit pour tous à l'éducation équitable consacrée par la Constitution de la République du Bénin. En remettant ces kits scolaires, je voudrais réaffirmer mon engagement et celui de l'ensemble de la chaîne de commandement à restaurer la dignité de nos enfants en vue d'un avenir certain. La Jamaat islamique Ahmadiyya internationale nous a demandé d'apporter notre contribution, notre modeste contribution à ce projet noble à hauteur de 5 955 217 francs CFA. Merci encore au gouvernement et les partenaires pour leur générosité et leur soutien. Vous pouvez compter sur nous pour faire bon usage des kits scolaires. Le droit à l'éducation est légalement garanti pour tous. Les faits et gestes de l'État à travers le ministère de la Défense nationale le prouvent à suffisance depuis plusieurs années. L'implication considérable des partenaires financiers, notamment la Jamaat islamique Ahmadiyya, témoigne davantage de l'importance à garantir un avenir meilleur pour ces orphelins, car l'élève d'aujourd'hui est maître de demain. Et puis, hors du Bénin, la Chine exprime sa tristesse après le meurtre d'un enfant japonais en Italie. Des opérations de secours sont menées dans la région d'Émilie-Romagne après des inondations. On fait le tour de l'actualité avec Esther Amesiga. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa visite le salon africain de l'aérospatiale et de la défense qui se déroule dans la capitale du pays où sont exposés des systèmes d'armes de plusieurs pays. Nous prenons au sérieux la défense de notre pays et, pour améliorer notre défense, c'est à ce type d'innovation que nous devons nous intéresser, a-t-il déclaré lors de cette visite. Après 2 ans d'absence liée à la pandémie de coronavirus, la capitale sud-africaine a accueilli à nouveau le 18 septembre dernier ce qui se fait de mieux en matière de défense aérienne. Démarré avec plus de 200 exposants venus de 24 pays, ce salon prend fin le 22 septembre 2024. Le président des Comores, Azali Assoumani, fait sa première apparition publique depuis l'attaque au couteau dont il a été victime le 13 septembre dernier. Il est apparu avec un bandage sur le côté gauche du front avant une réunion du Conseil des ministres dans la capitale. Selon la présidence, il avait été légèrement blessé à l'arme blanche par un jeune militaire lors des funérailles d'un notable religieux dans une petite commune. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.
La coupure du gâteau, dernier acte de la célébration des 10 ans de Sedgro Informatique, un établissement qui a démarré ses activités le 6 septembre 2014 dans la cité des Pétonies. Pour marquer de fort belle manière cet anniversaire, le PDG a décidé d'encourager les 3 meilleurs aux différents examens CEP, BEPC et BAC des 4 communes du département. Une action sociale en lien avec le thème 10 ans d'activité dans la Donga, célébrons l'excellence. Au total, 36 récipiendaires ont reçu des lots, vélos tout-terrain, ordinateurs, tablettes, bourses de formation en informatique et kits scolaires pour un montant d'environ 3 millions de francs CFA. En le faisant, nous comptons encourager nos frères, nos enfants à s'investir davantage dans l'éducation, véritable levier de développement. Les établissements Sedgro Informatique ont voulu commémorer cet anniversaire d'abord pour dire sa gratitude de façon toute spéciale à sa fidèle clientèle et collaborateurs. Merci à nos parents et à nos enseignants qui nous ont permis d'être là aujourd'hui et de pouvoir recevoir ces prix que M. Sedgro nous a offerts. Merci. Il fallait oser et il l'a fait et il est parvenu. Aujourd'hui, il fait ses 10 ans de la plus belle manière et en encourageant l'excellence à travers nos enfants. Donc on ne peut que lui dire merci. Il nous a aidés à encourager nos enfants et nous sommes heureux et on souhaite qu'il excelle davantage, que ces activités prospèrent de plus pour le meilleur dans les années à venir. D'un kiosque au départ, Sedgro Informatique dispose 10 ans après de 2 sites, 2 structures qui permettent aux jeunes entrepreneurs de contribuer à la lutte contre le chômage en employant 17 jeunes dont 10 femmes pour divers services. Au-delà des services en informatique, aujourd'hui, nous sommes spécialisés dans le domaine du numérique. Merci pour votre confiance. Pour la suite de l'histoire, faisons ensemble l'avenir et ne subissons pas. Voilà les entreprises qu'il faut encourager. Et je suis très heureux que nous ayons devant nous ici les responsables des entreprises, les responsables des services publics qui utilisent le matériel informatique. Sedgro est l'ami de l'école de mon pays dans la Donga. Sedgro soutient bien les sélections scolaires et la direction départementale des enseignements maternels primaires de la Donga. Nous lui souhaitons une très bonne santé et une très longue vie. Avant cette célébration de l'excellence, tout le personnel était présent dans la matinée au rendez-vous de la marche du cœur. Ça ne sert à rien que nous travaillons, nous cumulons des ressources, mais que nous n'œuvrons pas pour notre santé. Donc c'est la raison principale, c'est une séance de sensibilisation pour permettre à tout le monde de faire le sport. La fête des 10 ans a démarré la veille par une caravane dans les rues de Djougou, suivie d'un concert. Nous allons fêter 30 ans et 50 ans. Dans le cadre de ces 10 ans, Sedgro Informatique, situé au quartier Madina en face de l'école Serotago, a formé gratuitement des acteurs des médias en graphisme.